Mali inflige de lourdes pertes au terreau du SNIM et des FLA. Ces dernières heures, je dis c'est la débandade. Mais les gens qui ont dit qu'ils veulent prendre le Mali, où sont-ils? Je vous avais dit quoi? Il serait impossible de contrôler le Mali parce que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas la situation actuelle, la situation géopolitique, géostratégique du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'Africa Corps nous dit avoir officiellement infligé des lourdes pertes au terreau et Dia dans la zone, dans les multiples zones de confrontation. À l'instant où je vous parle, ils réfléchissent comment faire. Plus de 2500 combattants neutralisés en moins de 24 heures par les forces aériennes maliennes. La situation est-elle réellement sous contrôle? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour mieux comprendre ce qui s'est réellement passé à Kidal et ce que cela signifie pour le Mali et pour toute la région. Il y a des villes qui portent sur leurs épaules le poids de plusieurs guerres à la fois. Kidal est l'une d'elles. Nichée au cœur du désert malien à plus de 1500 km de Bamako, cette cité enclavée a toujours vécu à la lisière de deux mondes, celui de l'État malien qui tente de s'y imposer et celui des hommes armés qui refusent depuis des décennies de plier le genou. Mais ce qui s'est produit à partir du 26 avril a changé la donne d'une façon que peu d'observateurs avaient anticipée. En moins de 48 heures, les forces armées maliennes et leurs alliés russes de l'Africa Corps ont perdu une ville qu'ils avaient mis des années à reconquérir. Une ville que Bamako avait brandie comme symbole de sa souveraineté retrouvée. Une ville qui vient de tomber à nouveau. Et cette fois, dans des conditions qui posent des questions bien plus profondes que la seule question militaire. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord comprendre qui sont les acteurs de ce drame. D'un côté, les autorités de transition maliennes, menées par le président Assimi Goïta, qui depuis son arrivée au pouvoir a fait de la reconquête du territoire national son principal cheval de bataille. De l'autre, une alliance aussi inattendue que redoutable, les combattants du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, directement affilié à Al-Qaïda, et les rebelles indépendantistes du Front de libération de l'Azawad, le FLA. Deux entités qui, en temps normal, ont des objectifs distincts, des idéologies différentes et des projets politiques qui ne se recoupent qu'en surface. Mais face à un ennemi commun, les forces gouvernementales maliennes et leurs supplétifs russes, ils ont su faire taire leurs divergences le temps d'une offensive coordonnée d'une redoutable efficacité. Ce mariage tactique entre djihadistes et indépendantistes n'est pas né du hasard. Il s'est construit dans l'ombre, dans les anfractuosités du désert, dans les longues nuits de négociations qui précèdent toujours les grandes batailles. Et quand il a frappé vite. Trop vite pour que les défenseurs de Kidal puissent réagir avec cohérence. Trop vite pour que Bamako puisse organiser un quelconque renfort. La ville, malgré les hommes et les blindés qui la gardaient, a cédé avec une rapidité qui en dit long sur la fragilité du dispositif censé la protéger. C'est cette rapidité qui a sidéré les observateurs. Ce n'est pas la chute de Kidal qui surprend. Cette ville a changé de main plusieurs fois depuis le début des conflits au nord du Mali. C'est la vitesse avec laquelle elle s'est produite et les conditions dans lesquelles les forces russes ont quitté les lieux. Car il y a dans ce départ un détail qui a retenu l'attention. Les combattants de l'Africa Corps, ces mercenaires russes qui avaient accompagné l'armée malienne dans sa reconquête de novembre 2023, ne se sont pas battus jusqu'au bout. Ils ont négocié, ils ont passé un accord avec les rebelles du FLA et ils sont partis. Ce retrait ordonné, cette capitulation silencieuse témoigne d'une réalité que Bamako n'avait peut-être pas voulu voir. Même la présence russe, présentée comme un rempart infranchissable, a ses limites. Même Wagner, rebaptisé Africa Corps, depuis la mort de Prigojine, à son seuil de tolérance, son calcul coût-bénéfice, son moment où il vaut mieux partir que mourir pour une ville de sable perdue au bout du monde. Mais revenons sur le terrain, parce que c'est là que les choses prennent toute leur dimension humaine. Quand les journalistes ont pu accéder à Kidal, plus d'une semaine après la bataille, ce qu'ils ont trouvé était à la fois prévisible et saisissant. Des rues silencieuses, des marchés fermés, des pick-up armés qui patrouillent lentement, soulevant des nuages de poussière ocre dans les ruelles. Des hommes en turban, Kalachnikov en bandoulière, les combattants du FLA, qui tiennent les checkpoints et scrutent les passages. Ce n'est pas la paix, c'est l'après-bataille, avec tout ce que cela implique de tensions retenues, d'incertitudes suspendues, de vie quotidienne mise entre parenthèses. Les traces des combats sont encore visibles. Un mur éventré ici, une porte arrachée là, des impacts de balles sur les façades en terre battue. Kidal a vécu des heures de feu et la ville en porte encore les stigmates.
Mais au-delà des dégâts matériels, c'est la vie économique qui est la plus gravement touchée. Les commerces peinent à rouvrir, les approvisionnements sont difficiles. Ils l'ont toujours été dans cette ville enclavée, mais la bataille a encore aggravé la situation. Les fournisseurs hésitent à reprendre la route. Les convois se font rares. Et les familles de Kidal, prises en étau entre la violence qui vient de se terminer et la pénurie qui commence, vivent une forme de détresse silencieuse que les caméras peinent à capturer dans toute sa brutalité. Un habitant rencontré dans les rues a dit quelque chose de simple et de fort. Il a dit que la situation est un peu délicate, qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a absolument rien, que la situation est obligée d'être catastrophique. Ces mots ne sont pas ceux d'un militant ni d'un partisan. Ce sont les mots d'un homme qui vit, qui a une famille, qui essaie de traverser la semaine. Et c'est dans ces mots ordinaires que se loge la vraie dimension du désastre. Pas dans les bilans militaires, pas dans les communiqués officiels, mais dans la vie quotidienne d'hommes et de femmes qui n'ont jamais demandé à être le terrain d'une guerre qui les dépasse. Il y a pourtant une autre voix qui s'est fait entendre dans les jours qui ont suivi la bataille. Une voix différente, plus légère, presque soulagée. Un habitant a rendu grâce à Allah. Il a dit que c'était un très grand jour pour lui, que désormais il était libre de ses mouvements, que la paix était revenue avec l'arrivée du FLA. Ce témoignage, à l'opposé du précédent, n'est pas moins vrai. Il exprime la réalité d'une partie de la population de Kidal qui n'a jamais accepté la domination des forces armées maliennes et de leurs alliés russes, qui a vécu leur présence comme une occupation plutôt que comme une protection. Dans les villes du nord du Mali, ces perceptions sont profondément ancrées, façonnées par des décennies de méfiance, de négligence et parfois de violence entre les communautés du nord et un État central qui, pour beaucoup, n'a jamais été le leur. C'est cette fracture-là, politique, identitaire, historique, qui rend le dossier malien si difficile à résoudre par la seule force des armes. On peut reconquérir une ville, on ne reconquiert pas les cœurs par décret. Et ce que la chute de Kidal révèle une fois de plus, c'est que le problème du Mali n'est pas simplement militaire. Il est politique, il est social, il est lié à des questions de représentation, de justice, de reconnaissance que ni les blindés, ni les drones, ni les mercenaires russes ne peuvent trancher. Mais il y a quelque chose d'autre qui mérite qu'on s'y attarde. Le bilan humain de cette offensive. Officiellement, aucun chiffre précis n'a été communiqué. Les autorités maliennes ont évoqué des centaines, peut-être des milliers de combattants neutralisés. Et les forces aériennes maliennes ont été présentées comme ayant joué un rôle décisif dans ces frappes. Mais derrière ces chiffres, aussi impressionnants soient-ils, se posent des questions qui ne peuvent pas rester sans réponse. Qui sont ces hommes tombés dans le désert? Étaient-ils tous des combattants? Quelles sont les conditions dans lesquelles ces frappes ont été conduites? Quel type de contrôle a été exercé pour s'assurer que des civils n'étaient pas mêlés à ces colonnes neutralisées? Ces questions ne sont pas des attaques contre les forces armées maliennes. Ce sont les questions que tout journaliste, tout citoyen, tout être humain se doit de poser quand on lui annonce que plus de 2500 personnes ont été tuées en moins d'une journée. L'histoire africaine, comme l'histoire mondiale, est jalonnée de bilans militaires gonflés, de victoires présentées comme absolues, qui cachent des réalités bien plus complexes. Et dans un contexte où l'accès des journalistes indépendants à la région est extrêmement limité, la prudence s'impose avant de prendre ces chiffres pour argent comptant. Ce que nous savons avec certitude, c'est que Kidal est tombé, que l'armée malienne et ses alliés russes en ont été chassés, que des combats violents ont eu lieu, que des vies ont été perdues, et que la ville, plus d'une semaine après, tente encore de retrouver son souffle. C'est à partir de ces certitudes que nous devons essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pas depuis les communiqués officiels, pas depuis les réseaux sociaux qui ne font que propagande, mais depuis le terrain, depuis les voix de ceux qui ont vécu ces événements de l'intérieur. Et c'est précisément ce que nous allons faire dans cette vidéo. Nous allons décortiquer les événements, comprendre les enjeux, entendre les voix qui s'élèvent de Kidal, analyser les conséquences pour le Mali, pour la région sahélienne et pour la stabilité d'un pays qui semble glisser inexorablement vers une nouvelle phase de son conflit. Parce que ce qui s'est passé à Kidal n'est pas un simple revers militaire. C'est un signal. Et les signaux, quand on les ignore trop longtemps, deviennent des catastrophes. Revenons un instant sur la géographie de tout ceci, parce qu'elle est essentielle. Kidal n'est pas une ville comme les autres. C'est une ville du bout du monde. Plus de 1500 km séparent ces rues de sable de la capitale Bamako. Une distance qui n'est pas seulement physique, elle est aussi politique, culturelle, humaine. Kidal appartient à une autre réalité que celle du Mali du Sud.
Ses habitants sont majoritairement Touaregs et Arabes, des communautés qui ont leur propre code, leur propre solidarité, leurs propres histoires avec l'État malien. Des histoires qui sont souvent des histoires de violence, de trahison, de promesses non tenues. Depuis les rébellions Touaregs des années 1990, la ville de Kidal a été le cœur battant de toutes les résistances nordistes. Elle a été le terrain de tous les accords qui n'ont jamais été vraiment appliqués. Elle a vu défiler les médiateurs internationaux, les accords de paix signés en grande pompe et oubliés quelques mois plus tard, les cessez-le-feu qui précèdent toujours une nouvelle offensive. Et chaque fois que la situation semblait se stabiliser, quelque chose venait tout remettre en question. Cette fois encore, le cycle s'est répété, mais avec une intensité nouvelle. Et avec des acteurs, les djihadistes du GSIM en alliance avec les indépendantistes, qui rendent la situation encore plus explosive qu'elle ne l'était. Car il faut bien mesurer ce que signifie cette alliance. Le GSIM, dirigé par Iyad Ag-Ghali, est une organisation djihadiste qui a juré fidélité à Al-Qaïda. Son projet est religieux, transnational, et il n'a rien à voir avec les revendications identitaires et territoriales des rebelles Touaregs. En théorie, ces deux entités devraient s'affronter plutôt que collaborer. Et pourtant, elles ont choisi de faire front commun. Pourquoi? Parce qu'elles partagent un ennemi, l'État malien et ses alliés russes. Et dans la logique des conflits armés, un ennemi commun suffit souvent à cimenter des alliances qui n'ont aucune base idéologique durable. Ce que cela signifie pour l'avenir de Kidal est inquiétant. Si les rebelles du FLA et les djihadistes du GSIM ont réussi à prendre la ville ensemble, qui va la contrôler demain? Qui va assurer la sécurité des habitants qui ne sont pas partisans de l'un ou de l'autre? Comment ces deux forces vont-elles gérer les inévitables tensions qui surgiront entre elles une fois l'ennemi commun éloigné? Ces questions restent pour l'heure sans réponse. Mais elles définissent l'horizon immédiat de Kidal et elles méritent toute notre attention. Pendant ce temps, à Bamako, les nouvelles de la chute de Kidal sont arrivées comme un coup de tonnerre. Le gouvernement de transition, qui avait célébré avec une fierté visible la reconquête de novembre 2023, a dû avaler une défaite amère. Une défaite d'autant plus difficile à assumer qu'elle est intervenue moins d'un an et demi après la victoire précédente. La ville n'a pas tenu. L'investissement militaire, humain, matériel, financier n'a pas suffi. Et le prix humain de cet échec ne se mesure pas seulement aux soldats tombés sur le terrain, mais aussi à la mort du ministre malien de la Défense, Abdoulaye Diarra, qui a perdu la vie dans ces circonstances dramatiques. Face à cette situation, le président Assimi Goïta a pris une décision qui n'est pas anodine. Il a décidé de prendre lui-même la tête du ministère de la Défense. Ce geste politique est lourd de signification. Il montre d'abord que la crise est perçue comme suffisamment grave pour justifier une intervention directe du chef de l'État. Il montre ensuite que Goïta veut personnellement contrôler la réponse militaire à ce revers. Mais il montre aussi, peut-être malgré lui, l'ampleur du désarroi au sommet de l'État. Quand un président doit lui-même prendre les rênes d'un ministère en pleine crise, c'est que les alternatives se sont réduites, que la confiance dans les autres s'est érodée et que la situation est perçue comme véritablement critique. Mais restons encore un moment sur le terrain humain, parce que c'est là que se jouent les enjeux les plus profonds. Les combattants du FLA qui patrouillent dans les rues de Kidal se présentent comme des libérateurs. Ils disent qu'ils sont là pour protéger la population, pour installer des checkpoints, pour faire revenir ceux qui sont partis en exil. Leur commandant l'a dit explicitement dans une déclaration qui a circulé dans les médias. La priorité immédiate, c'est de sécuriser la population de Kidal, quelle que soit sa position, malienne ou de l'Azawad. Et ils ont dit vouloir installer des checkpoints et faire des patrouilles. Ces mots sont importants. Ils reflètent une volonté de légitimité. Les rebelles du FLA savent qu'ils ne peuvent pas simplement occuper Kidal comme une armée de conquête. Ils ont besoin que les habitants les acceptent, les soutiennent, les légitiment. Et pour une partie de la population, cette légitimité est déjà acquise. Ces combattants sont pour eux des fils de la région, des frères de tribu, des hommes qui ont choisi les armes pour défendre une identité et un territoire que l'État malien n'a jamais vraiment reconnu. Pour eux, le FLA n'est pas un groupe armé, c'est un mouvement de résistance. Mais pour d'autres habitants de Kidal, la réalité est bien plus nuancée. Pas tout le monde n'a accueilli l'arrivée des combattants avec soulagement. Il y a ceux qui travaillaient avec les autorités maliennes, ceux qui avaient trouvé un modus vivendi avec la présence gouvernementale, ceux qui craignent maintenant d'être catalogués comme collaborateurs. Dans ces premières heures et ces premiers jours qui suivent la prise de contrôle, ce sont ces personnes-là qui risquent le plus.
L'histoire des conflits armés nous enseigne que les règlements de compte viennent toujours après les batailles, dans l'ombre des victoires, quand les caméras sont éteintes et que les journalistes sont repartis. Et il y a un autre facteur dont on parle peu, mais qui est pourtant central, les populations civiles qui ont fui. Combien sont-elles à avoir quitté Kidal dans les jours qui ont précédé et suivi la bataille? Où sont-elles allées? Dans le désert environnant, vers d'autres villes du nord, vers les pays voisins, l'Algérie, le Niger, la Mauritanie. Ces déplacés sont silencieux, invisibles aux caméras, mais leur sort est l'un des indicateurs les plus fiables de la gravité d'une crise. Et le fait que les commandants du FLA aient explicitement mentionné vouloir faire revenir les populations qui sont parties en exil suggère que ces déplacements ont été massifs. Le manque de données précises sur le bilan humain de cette bataille est en lui-même une information. Dans un conflit normal, si tant est qu'un conflit puisse être normal, les belligérants communiquent des chiffres, même approximatifs. L'absence de tout bilan officiel précis de la part du gouvernement malien n'est pas une coïncidence, c'est un choix. Un choix qui peut s'expliquer par plusieurs raisons. Peut-être que les pertes côté forces gouvernementales sont trop lourdes pour être communiquées sans provoquer un choc. Peut-être que la confusion sur le terrain était telle qu'il est réellement impossible d'établir un bilan fiable. Peut-être que l'État préfère laisser le flou s'installer plutôt que de confirmer l'ampleur de sa défaite. Ce silence officiel contraste avec les annonces spectaculaires sur les frappes aériennes. On nous parle de plus de 2500 terroristes neutralisés en moins de 24 heures. Un chiffre qui, s'il était exact, représenterait l'une des opérations militaires les plus meurtrières de l'histoire récente de la région. Mais dans le même temps, on nous dit qu'aucun bilan officiel précis n'a été communiqué sur les combats dans la ville. Cette contradiction mérite d'être soulignée. Comment peut-on revendiquer un bilan aérien aussi précis tout en étant dans l'incapacité de fournir un bilan terrestre? Ces deux réalités ne s'accordent pas facilement. Et elles invitent à la prudence, non pas à nier ce qui s'est passé, mais à attendre des confirmations indépendantes avant d'accepter ces chiffres comme définitifs. Revenons maintenant à un autre élément crucial de ce dossier, le rôle de l'Africa Corps. Ces combattants russes qui se sont retirés de Kidal après avoir passé un accord avec les rebelles ne sont pas simplement des mercenaires de passage. Ils représentent un investissement stratégique de la Russie au Mali, un investissement en termes d'influence, de présence, de capacité à projeter de la puissance dans une région que Moscou cherche à arracher à l'orbite occidentale depuis des années. Le fait qu'ils aient choisi de négocier plutôt que de combattre est une information de première importance. Cela signifie plusieurs choses. Premièrement, que leur présence à Kidal n'était pas inconditionnelle. Ils étaient là pour soutenir les forces maliennes, pas pour mourir en leur nom. Quand la situation est devenue intenable, ils ont fait le calcul pragmatique d'un groupe qui n'a pas de sentiment national, pas de raison patriotique de tenir jusqu'au dernier homme. Deuxièmement, cela suggère qu'il existait des canaux de communication entre l'Africa Corps et les rebelles du FLA, des canaux qui ont permis la négociation d'un accord de retraite. Ce type de contact discret entre des forces supposément ennemies est courant dans les conflits complexes, mais il éclaire les zones grises de cette guerre d'une lumière particulière. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, le retrait de l'Africa Corps fragilise la posture globale de la Russie au Mali. Si les alliés de Bamako peuvent se retirer de Kidal sans combattre, quelle est la valeur réelle de leur présence dans d'autres régions du pays? Ces questions, les autorités maliennes doivent se les poser. Parce que leur stratégie de sécurité depuis le coup d'État de 2021 s'est construite en grande partie autour du partenariat avec la Russie. Bamako a renvoyé les forces françaises, a rompu avec les partenaires occidentaux, a misé sur l'Africa Corps pour reconquérir le territoire. Et cette stratégie avait semblé payer momentanément avec la prise de Kidal en novembre 2023. Mais l'épreuve de April. Plus de 2500 combattants neutralisés en moins de 24 heures par les forces aériennes maliennes. La situation est-elle réellement sous contrôle? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour mieux comprendre ce qui s'est réellement passé à Kidal et ce que cela signifie pour le Mali et pour toute la région. Il y a des villes qui portent sur leurs épaules le poids de plusieurs guerres à la fois. Kidal est l'une d'elles. Nichée au cœur du désert malien, à plus de 1500 km de Bamako, cette cité enclavée a toujours vécu à la lisière de deux mondes, celui de l'État malien qui tente de s'y imposer et celui des hommes armés qui refusent depuis des décennies de plier le genou. Mais ce qui s'est produit à partir du 26 avril a changé la donne, d'une façon que peu d'observateurs avaient anticipé. En moins de 48 heures, les forces armées maliennes
et leurs alliés russes de l'Africa Corps ont perdu une ville qu'ils avaient mis des années à reconquérir. Une ville que Bamako avait brandie comme symbole de sa souveraineté retrouvée. Une ville qui vient de tomber à nouveau, et cette fois dans des conditions qui posent des questions bien plus profondes que la seule question militaire. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord comprendre qui sont les acteurs de ce drame. D'un côté, les autorités de transition maliennes, menées par le président Assimi Goïta, qui depuis son arrivée au pouvoir a fait de la reconquête du territoire national son principal cheval de bataille. De l'autre, une alliance aussi inattendue que redoutable, les combattants du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, directement affilié à Al-Qaïda, et les rebelles indépendantistes du Front de libération de l'Azawad, le FLA. Deux entités qui, en temps normal, ont des objectifs distincts, des idéologies différentes et des projets politiques qui ne se recoupent qu'en surface. Mais face à un ennemi commun, les forces gouvernementales maliennes et leurs supplétifs russes, ils ont su faire taire leurs divergences le temps d'une offensive coordonnée d'une redoutable efficacité. Ce mariage tactique entre djihadistes et indépendantistes n'est pas né du hasard. Il s'est construit dans l'ombre, dans les anfractuosités du désert, dans les longues nuits de négociations qui précèdent toujours les grandes batailles. Et quand il a frappé vite. Trop vite pour que les défenseurs de Kidal puissent réagir avec cohérence. Trop vite pour que Bamako puisse organiser un quelconque renfort. La ville, malgré les hommes et les blindés qui la gardaient, a cédé avec une rapidité qui en dit long sur la fragilité du dispositif censé la protéger. C'est cette rapidité qui a sidéré les observateurs. Ce n'est pas la chute de Kidal qui surprend. Cette ville a changé de main plusieurs fois depuis le début des conflits. Au nord du Mali, c'est la vitesse avec laquelle elle s'est produite et les conditions dans lesquelles les forces russes ont quitté les lieux. Car il y a dans ce départ un détail qui a retenu l'attention. Les combattants de l'Africa Corps, ces mercenaires russes qui avaient accompagné l'armée malienne dans sa reconquête de novembre 2023, ne se sont pas battus jusqu'au bout. Ils ont négocié. Ils ont passé un accord avec les rebelles du FLA. Et ils sont partis. Ce retrait ordonné, cette capitulation silencieuse, témoigne d'une réalité que Bamako n'avait peut-être pas voulu voir. Même la présence russe, présentée comme un rempart infranchissable, a ses limites. Même Wagner, rebaptisé Africa Corps depuis la mort de Prigojine, a son seuil de tolérance, son calcul coût-bénéfice, son moment où il vaut mieux partir que mourir pour une ville de sable perdu au bout du monde. Mais revenons sur le terrain, parce que c'est là que les choses prennent toute leur dimension humaine. Quand les journalistes ont pu accéder à Kidal, plus d'une semaine après la bataille, ce qu'ils ont trouvé était à la fois prévisible et saisissant. Des rues silencieuses, des marchés fermés, des pick-up armés qui patrouillent lentement, soulevant des nuages de poussière ocre dans les ruelles. Des hommes en turban, Kalachnikov en bandoulière, les combattants du FLE, qui tiennent les checkpoints et scrutent les passages. Ce n'est pas la paix, c'est l'après-bataille, avec tout ce que cela implique de tensions retenues, d'incertitudes suspendues, de vie quotidienne mise entre parenthèses. Les traces des combats sont encore visibles. Un mur éventré ici, une porte arrachée là, des impacts de balles sur les façades en terre battue. Kidal a vécu des heures de feu et la ville en porte encore les stigmates. Mais au-delà des dégâts matériels, c'est la vie économique qui est la plus gravement touchée. Les commerces peinent à rouvrir, les approvisionnements sont difficiles. Ils l'ont toujours été dans cette ville enclavée, mais la bataille a encore aggravé la situation. Les fournisseurs hésitent à reprendre la route. Les convois se font rares. Et les familles de Kidal, prises en étau entre la violence qui vient de se terminer et la pénurie qui commence, vivent une forme de détresse silencieuse que les caméras peinent à capturer dans toute sa brutalité. Un habitant rencontré dans les rues a dit quelque chose de simple et de fort. Il a dit que la situation est un peu délicate, qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a absolument rien, que la situation est obligée d'être catastrophique. Ces mots ne sont pas ceux d'un militant ni d'un partisan, ce sont les mots d'un homme qui vit, qui a une famille, qui essaie de traverser la semaine. Et c'est dans ces mots ordinaires que se loge la vraie dimension du désastre. Pas dans les bilans militaires, pas dans les communiqués officiels, mais dans la vie quotidienne d'hommes et de femmes qui n'ont jamais demandé à être le terrain d'une guerre qui les dépasse. Il y a pourtant une autre voix qui s'est fait entendre dans les jours qui ont suivi la bataille. Une voix différente, plus légère, presque soulagée. Un habitant a rendu grâce à Allah. Il a dit que c'était un très grand jour pour lui, que désormais il était libre de ses mouvements, que la paix était revenue avec l'arrivée du FLA. Ce témoignage, à l'opposé du précédent, n'est pas moins vrai. Il exprime la réalité d'une partie de la population de Kidal qui n'a jamais accepté la domination des forces armées maliennes et de leurs alliés russes,
qui a vécu leur présence comme une occupation plutôt que comme une protection. Dans les villes du nord du Mali, ces perceptions sont profondément ancrées, façonnées par des décennies de méfiance, de négligence et parfois de violence entre les communautés du nord et un État central qui, pour beaucoup, n'a jamais été le leur. C'est cette fracture-là, politique, identitaire, historique, qui rend le dossier malien si difficile à résoudre par la seule force des armes. On peut reconquérir une ville, on ne reconquiert pas les cœurs par décret. Et ce que la chute de Kidal révèle une fois de plus, c'est que le problème du Mali n'est pas simplement militaire. Il est politique, il est social, il est lié à des questions de représentation, de justice, de reconnaissance que ni les blindés, ni les drones, ni les mercenaires russes ne peuvent trancher. Mais il y a quelque chose d'autre qui mérite qu'on s'y attarde. Le bilan humain de cette offensive. Officiellement, aucun chiffre précis n'a été communiqué. Les autorités maliennes ont évoqué des centaines, peut-être des milliers de combattants neutralisés. Et les forces aériennes maliennes ont été présentées comme ayant joué un rôle décisif dans ces frappes. Mais derrière ces chiffres, aussi impressionnants soient-ils, se posent des questions qui ne peuvent pas rester sans réponse. Qui sont ces hommes tombés dans le désert? Étaient-ils tous des combattants? Quelles sont les conditions dans lesquelles ces frappes ont été conduites? Quel type de contrôle a été exercé pour s'assurer que des civils n'étaient pas mêlés à ces colonnes neutralisées? Ces questions ne sont pas des attaques contre les forces armées maliennes. Ce sont les questions que tout journaliste, tout citoyen, tout être humain se doit de poser quand on lui annonce que plus de 2500 personnes ont été tuées en moins d'une journée. L'histoire africaine, comme l'histoire mondiale, est jalonnée de bilans militaires gonflés, de victoires présentées comme absolues qui cachent des réalités bien plus complexes. Et dans un contexte où l'accès des journalistes indépendants à la région est extrêmement limité, la prudence s'impose avant de prendre ces chiffres pour argent comptant. Ce que nous savons avec certitude, c'est que Kidal est tombé, que l'armée malienne et ses alliés russes en ont été chassés, que des combats violents ont eu lieu, que des vies ont été perdues, et que la ville, plus d'une semaine après, tente encore de retrouver son souffle. C'est à partir de ces certitudes que nous devons essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pas depuis les communiqués officiels, pas depuis les réseaux sociaux qui ne font que propagande, mais depuis le terrain, depuis les voix de ceux qui ont vécu ces événements de l'intérieur. Et c'est précisément ce que nous allons faire dans cette vidéo. Nous allons décortiquer les événements, comprendre les enjeux, entendre les voix qui s'élèvent de Kidal, analyser les conséquences pour le Mali, pour la région sahélienne et pour la stabilité d'un pays qui semble glisser inexorablement vers une nouvelle phase de son conflit. Parce que ce qui s'est passé à Kidal n'est pas un simple revers militaire, c'est un signal. Et les signaux, quand on les ignore trop longtemps, deviennent des catastrophes. Revenons un instant sur la géographie de tout ceci, parce qu'elle est essentielle. Kidal n'est pas une ville comme les autres, c'est une ville du bout du monde. Plus de 1500 km séparent ces rues de sable de la capitale Bamako. Une distance qui n'est pas seulement physique, elle est aussi politique, culturelle, humaine. Kidal appartient à une autre réalité que celle du Mali du Sud. Ses habitants sont majoritairement Touaregs et Arabes, des communautés qui ont leur propre code, leur propre solidarité, leurs propres histoires avec l'État malien. Des histoires qui sont souvent des histoires de violence, de trahison, de promesses non tenues. Depuis les rébellions Touaregs des années 1990, la ville de Kidal a été le cœur battant de toutes les résistances nordistes. Elle a été le terrain de tous les accords qui n'ont jamais été vraiment appliqués. Elle a vu défiler les médiateurs internationaux, les accords de paix signés en grande pompe et oubliés quelques mois plus tard, les cessez-le-feu qui précèdent toujours une nouvelle offensive. Et chaque fois que la situation semblait se stabiliser, quelque chose venait tout remettre en question. Cette fois encore, le cycle s'est répété, mais avec une intensité nouvelle. Et avec des acteurs, les djihadistes du GSIM en alliance avec les indépendantistes, qui rendent la situation encore plus explosive qu'elle ne l'était. Car il faut bien mesurer ce que signifie cette alliance. Le GSIM, dirigé par Iyad Ag-Ghali, est une organisation djihadiste qui a juré fidélité à Al-Qaïda. Son projet est religieux, transnational, et il n'a rien à voir avec les revendications identitaires et territoriales des rebelles Touaregs. En théorie, ces deux entités devraient s'affronter plutôt que collaborer. Et pourtant, elles ont choisi de faire front commun. Pourquoi? Parce qu'elles partagent un ennemi, l'État malien et ses alliés russes. Et dans la logique des conflits armés, un ennemi commun suffit souvent à cimenter des alliances qui n'ont aucune base idéologique durable. Ce que cela signifie pour l'avenir de Kidal est inquiétant. Si les rebelles du FLA,
et les djihadistes du GSIM ont réussi à prendre la ville ensemble. Qui va la contrôler demain? Qui va assurer la sécurité des habitants qui ne sont pas partisans de l'un ou de l'autre? Comment ces deux forces vont-elles gérer les inévitables tensions qui surgiront entre elles une fois l'ennemi commun éloigné? Ces questions restent pour l'heure sans réponse. Mais elles définissent l'horizon immédiat de Kidal et elles méritent toute notre attention. Pendant ce temps, à Bamako, les nouvelles de la chute de Kidal sont arrivées comme un coup de tonnerre. Le gouvernement de transition, qui avait célébré avec une fierté visible la reconquête de novembre 2023, a dû avaler une défaite amère. Une défaite d'autant plus difficile à assumer qu'elle est intervenue moins d'1 an et demi après la victoire précédente. La ville n'a pas tenu. L'investissement militaire, humain, matériel, financier n'a pas suffi. Et le prix humain de cet échec ne se mesure pas seulement aux soldats tombés sur le terrain, mais aussi à la mort du ministre malien de la Défense, Abdoulaye Diarra, qui a perdu la vie dans ces circonstances dramatiques. Face à cette situation, le président Assimi Goïta a pris une décision qui n'est pas anodine. Il a décidé de prendre lui-même la tête du ministère de la Défense. Ce geste politique est lourd de signification. Il montre d'abord que la crise est perçue comme suffisamment grave pour justifier une intervention directe du chef de l'État. Il montre ensuite que Goïta veut personnellement contrôler la réponse militaire à ce revers. Mais il montre aussi, peut-être malgré lui, l'ampleur du désarroi au sommet de l'État. Quand un président doit lui-même prendre les rênes d'un ministère en pleine crise, c'est que les alternatives se sont réduites, que la confiance dans les autres s'est érodée et que la situation est perçue comme véritablement critique. Mais restons encore un moment sur le terrain humain, parce que c'est là que se jouent les enjeux les plus profonds. Les combattants du FLA qui patrouillent dans les rues de Kidal se présentent comme des libérateurs. Ils disent qu'ils sont là pour protéger la population, pour installer des checkpoints, pour faire revenir ceux qui sont partis en exil. Leur commandant l'a dit explicitement dans une déclaration qui a circulé dans les médias. La priorité immédiate, c'est de sécuriser la population de Kidal, quelle que soit sa position, malienne ou de la Zawad. Et ils ont dit vouloir installer des checkpoints et faire des patrouilles. Ces mots sont importants. Ils reflètent une volonté de légitimité. Les rebelles du FLA savent qu'ils ne peuvent pas simplement occuper Kidal comme une armée de conquête. Ils ont besoin que les habitants les acceptent, les soutiennent, les légitiment. Et pour une partie de la population, cette légitimité est déjà acquise. Ces combattants sont pour eux des fils de la région, des frères de tribus, des hommes qui ont choisi les armes pour défendre une identité et un territoire que l'État malien n'a jamais vraiment reconnu. Pour eux, le FLA n'est pas un groupe armé, c'est un mouvement de résistance. Mais pour d'autres habitants de Kidal, la réalité est bien plus nuancée. Pas tout le monde n'a accueilli l'arrivée des combattants avec soulagement. Il y a ceux qui travaillaient avec les autorités maliennes, ceux qui avaient trouvé un modus vivendi avec la présence gouvernementale, ceux qui craignent maintenant d'être catalogués comme collaborateurs. Dans ces premières heures et ces premiers jours qui suivent la prise de contrôle, ce sont ces personnes-là qui risquent le plus. L'histoire des conflits armés nous enseigne que les règlements de compte viennent toujours après les batailles, dans l'ombre des victoires, quand les caméras sont éteintes et que les journalistes sont repartis. Et il y a un autre facteur dont on parle peu, mais qui est pourtant central, les populations civiles qui ont fui. Combien sont-elles à avoir quitté Kidal dans les jours qui ont précédé et suivi la bataille? Où sont-elles allées? Dans le désert environnant, vers d'autres villes du nord, vers les pays voisins, l'Algérie, le Niger, la Mauritanie? Ces déplacés sont silencieux, invisibles aux caméras, mais leur sort est l'un des indicateurs les plus fiables de la gravité d'une crise. Et le fait que les commandants du FLA aient explicitement mentionné vouloir faire revenir les populations qui sont parties en exil suggère que ces déplacements ont été massifs. Le manque de données précises sur le bilan humain de cette bataille est en lui-même une information. Dans un conflit normal, si tant est qu'un conflit puisse être normal, les belligérants communiquent des chiffres, même approximatifs. L'absence de tout bilan officiel précis de la part du gouvernement malien n'est pas une coïncidence, c'est un choix. Un choix qui peut s'expliquer par plusieurs raisons. Peut-être que les pertes côté forces gouvernementales sont trop lourdes pour être communiquées sans provoquer un choc. Peut-être que la confusion sur le terrain était telle qu'il est réellement impossible d'établir un bilan fiable. Peut-être que l'État préfère laisser le flou s'installer plutôt que de confirmer l'ampleur de sa défaite. Ce silence officiel contraste avec les annonces spectaculaires sur les frappes aériennes. On nous parle de plus de 2500 terroristes neutralisés en moins de 24 heures. Un chiffre qui, s'il était exact, représenterait l'une des opérations militaires les plus meurtrières de l'histoire récente de la région.
Mais dans le même temps, on nous dit qu'aucun bilan officiel précis n'a été communiqué sur les combats dans la ville. Cette contradiction mérite d'être soulignée. Comment peut-on revendiquer un bilan aérien aussi précis tout en étant dans l'incapacité de fournir un bilan terrestre? Ces deux réalités ne s'accordent pas facilement. Et elles invitent à la prudence, non pas à nier ce qui s'est passé, mais à attendre des confirmations indépendantes avant d'accepter ces chiffres comme définitifs. Revenons maintenant à un autre élément crucial de ce dossier, le rôle de l'Africa Corps. Ces combattants russes qui se sont retirés de Kidal après avoir passé un accord avec les rebelles ne sont pas simplement des mercenaires de passage. Ils représentent un investissement stratégique de la Russie au Mali, un investissement en termes d'influence, de présence, de capacité à projeter de la puissance dans une région que Moscou cherchait à arracher à l'orbite occidentale depuis des années. Le fait qu'ils aient choisi de négocier plutôt que de combattre est une information de première importance. Cela signifie plusieurs choses. Premièrement, que leur présence à Kidal n'était pas inconditionnelle. Ils étaient là pour soutenir les forces maliennes, pas pour mourir en leur nom. Quand la situation est devenue intenable, ils ont fait le calcul pragmatique d'un groupe qui n'a pas de sentiment national, pas de raison patriotique de tenir jusqu'au dernier homme. Deuxièmement, cela suggère qu'il existait des canaux de communication entre l'Africa Corps et les rebelles du FLA, des canaux qui ont permis la négociation d'un accord de retraite. Ce type de contact discret entre des forces supposément ennemies est courant dans les conflits complexes, mais il éclaire les zones grises de cette guerre d'une lumière particulière. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, le retrait de l'Africa Corps fragilise la posture globale de la Russie au Mali. Si les alliés de Bamako peuvent se retirer de Kidal sans combattre, quelle est la valeur réelle de leur présence dans d'autres régions du pays? Ces questions, les autorités maliennes doivent se les poser. Parce que leur stratégie de sécurité depuis le coup d'État de 2021 s'est construite en grande partie autour du partenariat avec la Russie. Bamako a renvoyé les forces françaises, a rompu avec les partenaires occidentaux, a misé sur l'Africa Corps pour reconquérir le territoire. Et cette stratégie avait semblé payer momentanément avec la prise de Kidal en novembre 2023.